grande demande de François Legault. De rapatrier tous les pouvoirs en matière d'immigration. L'enjeu sera au cœur d'une rencontre très attendue avec Justin Trudeau ce matin. Je ne sais pas ce qu'on pense qu'on peut aller chercher de plus. Les deux premiers ministres en tête-à-tête, à quoi doit-on s'attendre? De l'aide à l'horizon, un navire rempli de vivres maintenant visible depuis la bande de Gaza. Et une guerre lointaine, mais si proche à la fois. It's difficult still, I would say. Pour les Canadiens d'origine russe, une question délicate. There were even some conflicts. Comment célébrer sa culture sans nourrir les tensions? Bonjour, ici Mathieu Bellumeur, bienvenue au Radio-Journal. Rencontre ce matin entre Justin Trudeau et François Legault. Ça va faire partie de mes demandes, donc de rapatrier tous les pouvoirs en matière d'immigration. Le premier ministre canadien est donc de passage à Montréal et clairement, on vient de l'entendre, il sera question d'immigration avec son homologue du Québec. J'en parle avec notre analyste politique à l'Assemblée nationale, Hugo Lavallée, qui est en studio avec nous ce matin. Ça fait longtemps, il faut dire, Hugo, que François Legault répète cette demande. Oui, parce qu'il en a été question tout au long du premier mandat de la CAQ. La même chose lors des dernières élections. François Legault a dit que c'était une question de survie pour la nation québécoise. Alors, le Québec n'a pas obtenu grand-chose jusqu'ici. Oui, le fédéral a fermé le chemin Roxham. On a imposé un visa aux ressortissants mexicains. Mais il n'y a pas eu de grands changements structurels dans la répartition des pouvoirs. Et évidemment, plus le temps passe, plus la pression est forte sur le gouvernement Legault. Les oppositions rappellent constamment les engagements qu'il a pris. Et même à l'intérieur de la CAQ, on sent une certaine impatience de voir les choses bouger. Il faut dire que c'est une question de crédibilité pour le premier ministre, pour son projet nationaliste à l'intérieur du Canada. C'est pas pour rien qu'hier, François Legault a évoqué pour la première fois un plan B si les choses ne débloquent pas avec le fédéral, même si pour l'instant, ça demeure flou. Et qu'est-ce qu'Ottawa aurait à gagner sur le plan politique? Évidemment, les libéraux fédéraux ne peuvent pas se permettre de perdre des sièges au Québec là, quand on voit ce qui se passe ailleurs au Canada dans les sondages. En même temps, Justin Trudeau a obtenu la majorité des voix et des sièges dans la province lors des 3 dernières élections fédérales, sans avoir fait de promesses particulières aux Québécois. Et donc, la réalité, c'est que messieurs Legault et Trudeau n'ont pas la même vision en matière d'immigration, pas la même vision du fédéralisme lui-même et pas le même électorat non plus, malgré le fait qu'il y ait des recoupements. Alors, leurs intérêts ne convergent pas nécessairement, en tout cas pas nécessairement sur le plan de l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'entendre sur d'autres enjeux. D'ailleurs, la rencontre d'aujourd'hui ne portera pas, bien sûr, que sur la question de l'immigration. Merci beaucoup, Hugo. Au revoir. Et je souligne que Justin Trudeau sera l'invité d'Alec Castonguay à l'émission Midi Info. Scène internationale maintenant, le premier des 2 navires transportant 200 tonnes de vivres vers Gaza s'approche lentement de la côte de l'enclave palestinienne. Une aide humanitaire dont les Gazaouis ont grandement besoin. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Cette aide, les Palestiniens, il faut dire, l'attendent depuis des jours, Jean-Philippe. Oui, Mathieu. Et au moment où l'on se parle, il y a d'ailleurs déjà des Palestiniens qui sont regroupés, Mathieu, sur le rivage et qui regardent au loin le bateau approcher parce que ça fait des jours, vous l'avez dit, qu'ils attendent ce bateau, ce navire qui transporte 200 tonnes de vivres. Mais le défi maintenant, ce qui va être compliqué, Mathieu, c'est la distribution de l'aide humanitaire parce qu'il n'y a pas d'installation portuaire fonctionnelle en ce moment dans la bande de Gaza. Alors, on ignore de quelle façon la nourriture sera déchargée et distribuée à la population. Mais souvent, c'est chaotique. Encore ce matin, selon le ministère de la Santé du Hamas, il y a au moins 20 personnes qui auraient été tuées, 150 autres blessées dans le nord de la bande de Gaza lors d'une distribution d'aide humanitaire. Et au cours des dernières heures, le Hamas a soumis une nouvelle proposition de cessez-le-feu. Oui, le Hamas qui propose de libérer les femmes, les enfants, les personnes âgées, de même que les malades qui sont retenus contre leur gré dans la bande de Gaza par le Hamas en échange de 700 à 1000 prisonniers palestiniens. Le Hamas qui réclame également une date pour un cessez-le-feu permanent, qui réclame également une date butoir pour le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Une proposition, Mathieu, qui a été rejetée par le premier ministre israélien. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. En Russie, maintenant, les premiers bureaux de vote sont ouverts dans les régions les plus à l'est du pays. L'élection présidentielle doit durer 3 jours, une formalité pour Vladimir Poutine qui sera reconduit au pouvoir pour un nouveau mandat de 6 ans. Les autres candidats en lice ont été choisis par le Kremlin. Santé. Le nombre de cas de rougeole augmente au pays, tout comme l'inquiétude des autorités sanitaires. Il y a maintenant 29 infections confirmées et c'est Montréal qui demeure l'épicentre. Face à cette recrudescence, une campagne de vaccination s'organise et les premières doses ont été données hier dans certaines écoles de la métropole. Diana Gonzalez. Le fils d'Adrienne a reçu son vaccin contre la rougeole dans l'école qu'il fréquente dans Notre-Dame-de-Grâce. Il était inquiet un peu, mais honnêtement, le fait qu'ils le font ensemble, les enfants,
bien encadrés dans leur école. La couverture vaccinale est d'à peine 30 % dans certaines écoles de la métropole, mais la moyenne est autour de 80 %, ce qui reste en deçà des 95 % visés pour atteindre l'immunité collective. Parmi les cas déclarés à Montréal, 2 personnes ont contracté la rougeole à l'étranger, ce qui suggère une transmission locale. Dans d'autres secteurs de la métropole, la campagne de vaccination va commencer lundi. C'est le cas dans des écoles situées sur le territoire du CIUS du nord de l'île de Montréal. La directrice de la vaccination, Marie-Ève Giroux. Pour l'instant, la priorité, c'est vraiment les écoles qui ont moins de 75 % de couverture vaccinale. Elle rappelle que la vaccination contre la rougeole est aussi offerte dans des points de service. L'infirmière Nathalie Gauthier y constate d'ailleurs une affluence. Fait qu'il y a vraiment un flux de gens qui arrivent pour demander est-ce que je suis bien protégée, c'est quand que je peux venir. En dehors de Montréal, des cas de rougeole ont été recensés en Mauricie, centre du Québec, les Laurentides et à Laval. Ici, Diana Gonzalez, Radio-Canada, Montréal. En bref maintenant, au pays. En Ontario, le tribunal autorise 6 actions collectives contre des exploitants de foyers de soins de longue durée accusés de négligence pendant la pandémie de COVID-19. Quelques 200 centres de soins sont visés par les poursuites. L'avocat principal dans ce dossier affirme avoir suffisamment de preuves pour démontrer que les gestionnaires de ces CHSLD ontariens ont été incapables de maintenir des normes de soins raisonnables durant la crise. Plus de 4000 résidents des centres visés par les poursuites sont morts entre le début de la pandémie et avril 2022. La Colombie-Britannique veut s'attaquer aux médias sociaux qui nuisent à la santé mentale et physique des citoyens. Le projet de loi permettrait au gouvernement provincial de réclamer des coûts associés au système de santé publique, comme des visites médicales et les traitements à l'hôpital. En plus de s'attaquer aux compagnies qui contreviendraient à la loi, le gouvernement provincial pourrait poursuivre directement les hauts dirigeants. Et à l'île du Prince-Édouard, un groupe d'opposants au changement possible du nom du pont de la Confédération veut se faire entendre. Des résidents se mobilisent sur les réseaux sociaux pour manifester leur mécontentement. Il y a près de 2 ans, le changement de nom du pont de la Confédération pour traverser Abéguette a été approuvé à l'unanimité par l'Assemblée législative de l'île du Prince-Édouard. Depuis, le dossier se trouve entre les mains du fédéral qu'il devra ultimement trancher. Stigmatisés depuis l'invasion de l'Ukraine, les Canadiens d'origine russe disent qu'ils doivent faire profil bas ces jours-ci. La moindre expression de leur tradition ou de leur héritage est souvent perçue comme un soutien implicite aux politiques de Vladimir Poutine. Yasmine Mehdi nous a préparé ce reportage. Pendant des années, Russes et Ukrainiens se côtoyaient dans la chaleur des bagnas de Roman Moisenko. Mais la guerre a jeté un froid sur cette coexistence. Il y a eu des tensions, explique Roman, qui a depuis interdit toute conversation politique dans son spa. Lorsque la guerre a éclaté, nos fenêtres ont été brisées à quelques reprises, raconte Jasmine Daya, la propriétaire d'un bar à thématique soviétique de Toronto. Après de nombreux appels au boycottage, Jasmine a retiré toutes les références à la Russie de son menu. Je ne pense pas qu'il soit approprié d'effacer l'histoire, mais je ne peux pas non plus risquer de perdre mon commerce, explique-t-elle. La guerre en Ukraine a aussi provoqué de nouveaux débats au sein du département de Kate Holland, professeur en littérature russe à l'Université de Toronto. Des étudiants nous ont demandé de ne plus enseigner la langue du pays agresseur, illustre-t-elle. Au lieu de retirer les écrivains russes de son syllabus, la professeure a choisi de mieux contextualiser leur œuvre et d'incorporer davantage d'écrivains ukrainiens. Une façon pour elle de continuer à célébrer la culture russe tout en s'opposant au régime de Vladimir Poutine. Ici Yasmine Mehdi, Radio-Canada, Toronto. Et puis, en terminant, un événement plutôt insolite au tournoi de tennis d'Indian Wells aux États-Unis. We are surrounded with bees here. Look at that! Gee. Play cannot continue. Pause for a while. Les commentateurs qui sont plutôt étonnés, des abeilles ont envahi l'un des courts où se déroulait le quart de finale. Le match entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev a dû être interrompu pendant près de 2 heures. Finalement, à la reprise, c'est Alcaraz qui l'a emporté. Voilà, c'était le Radio Journal. Ici Mathieu Bellumeur au nom de toute l'équipe. Merci d'être à l'écoute. Bonne journée.